Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue Stéphane. Euh, Bienvenue dans cette table ronde sur les déficits hormonaux chez la femme en ménopause et en périménopause. Donc, cette table ronde va s'intéresser à ces déséquilibres hormonaux euh, lors de la ménopause et de la périménopause. C'est une table ronde qui s'inscrit donc dans les tables rondes des conférences préparatrices du Congrès international des sciences de la nutrition, ICNS. Donc, on avait déjà eu une conférence, mais c'était déjà début janvier, une conférence gratuite, donc notamment sur le syndrome des ovaires polykystiques. Et donc, il s'ensuit cette nouvelle table ronde, toujours dans cette même lancée. Donc, il s'agit de la quatrième édition du Congrès international des sciences de la nutrition sur la thématique donc micronutrition et déséquilibres hormonaux. On va voir différentes sous-thématiques, notamment l'endocrino, la santé osseuse, l'anti-âge, la santé féminine. Et ça aura lieu, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, les 18 et 19 avril 2026 à l'hôtel Doubletree by Hilton à Casablanca. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site icns.ma, icns.ma, et vous pouvez aussi contacter ce numéro de téléphone. Vous avez d'autres numéros de téléphone, mais prioritairement ce numéro de téléphone. Donc, docteur Tissam Tejmouati, qui est co-organisatrice du congrès et membre de la Société marocaine de micronutrition et de nutrigénétique appliquée, pourra aussi vous renseigner et vous orienter. Petit Sam Tejmati qui va être avec nous à la fin de cette table ronde. Voilà, donc vous pouvez rester avec nous à la fin pour ceux qui sont intéressés. Il y a une offre spéciale pour l'inscription à ce congrès. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, donc par rapport au congrès, par rapport aux intervenants, par rapport au programme et d'autres informations. Euh, et donc, bien entendu, le choix de cette thématique, euh, de cette table ronde, comme vous l'avez vu, donc c'est dans la grande thématique du congrès, les déficits hormonaux chez la femme en ménopause et en périménopause. Pour cela, donc, on a le docteur Stéphane Rézimand qui est avec nous. On va pouvoir discuter de ce sujet afin de définir certains concepts déjà. Qu'est-ce que c'est que la ménopause et la périménopause? Quels sont les déséquilibres hormonaux liés aux hormones sexuelles, soit notamment les oestrogènes, la progestérone, les androgènes, et puis ensuite l'impact de ces déséquilibres hormonaux lors de la ménopause sur les autres hormones. Euh, L'impact aussi sur la santé, on va survoler cette partie-là aussi. Et puis à la fin, si on a encore un peu de temps, on va parler donc un peu de microbiote, d'intestin et ménopause. Voilà un petit peu euh, le programme de cette table ronde. Euh, voilà, donc je vois que il n'y a pas de problème de son, j'imagine, hein. Tout le monde nous entend très bien. Pour ceux qui n'ont pas de son, il faut activer le son ou il faut se déconnecter, se reconnecter. Voilà, ok, ça marche. Donc, Stéphane, merci pour t'être rendu disponible. Je sais que tu es toujours extrêmement pris, tu as beaucoup de choses à faire. Euh, donc, merci d'être là. Alors, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire définir un peu qu'est-ce que c'est que la ménopause et la périménopause. Donc, alors, moi, je vais juste introduire un peu le sujet par rapport surtout à la périménopause. On a des définitions un peu générales et différentes de la périménopause, et je te laisserai ensuite la parole là pour me parler aussi de ce sujet-là et de la ménopause aussi. Euh, la périménopause, en fait, quand on regarde un petit peu les définitions, allez, on pourrait dire définitions les plus courantes pour pas dire des définitions officielles, on parle plutôt d'une phase qui vient juste avant
la ménopause, c'est-à-dire un an avant la ménopause, ou en tout cas, il y a ce qu'on appelle la pré-ménopause, qui est bien avant, donc selon ce qui est défini, et puis entre la préménopause et la ménopause, on a ce qu'on appelle la périménopause. Alors, on a d'autres définitions un peu plus globales et que moi je considère un peu plus adaptées à ce terme-là, même si on est ici peut-être dans un débat terminologique, mais dans beaucoup de cas, la terminologie est importante. La périménopause pourrait être considérée, et ça c'est un concept fonctionnel je pense, on va dire une prémisse de raisonnement qui a un impact très pratique sur ensuite l'intervention. Je pense que le mot périménopause pourrait être utilisé dans un sens plus global, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de préménopause, c'est-à-dire bien avant, même dans la trentaine, hein, enfin de 35 ans plus ou moins, ou même parfois pour certaines femmes avant ou même après. Et puis la période qui est juste avant la ménopause, et puis la ménopause, et puis la post-ménopause, tout ça c'est la même chose, c'est le même continuum. C'est le même continuum, même si dans ces phases-là, on peut avoir peut-être des fluctuations hormonales un peu différentes d'une phase à l'autre. Mais il y a un continuum, c'est-à-dire il y a un début, et puis, il y a un continuum jusqu'à la ménopause véritable, voire même post-ménopause, ce qui correspond à quelques années après après ce qu'on définit comme étant la ménopause. Et donc, tout ce continuum, je pense qu'on gagnerait à l'appeler périménopause, parce que je pense que Ouais. c'est ce qui est le plus adapté. Périménopause, c'est autour de la ménopause. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Stéphane? Ben, moi, je pense que la préménopause commence vers 30-35 ans. Tout simplement. Alors quand je dis ça, évidemment, ça fait parfois hurler les collègues, mais c'est vrai qu'en fait, on considère que le déclin des hormones féminines commence vers 30-35 ans, tout comme le déclin des hormones masculines commence plutôt vers 35-40 ans. Et donc, personnellement, ma préandropause a commencé à 36 ans avec ma baisse de DHA, puis ça a commencé à 37 avec ma baisse de testostérone, j'en ai 64. Je suis bien traité, donc je me sens très bien physiquement à tout point de vue. Mais c'est vrai que si on ne prend pas en charge les baisses hormonales liées à l'âge, en particulier les baisses hormonales liées à la femme, mais s'ensuit des pathologies, s'ensuit des pathologies. Et personnellement, tu as tout à fait raison, Amine. Moi, je ne fais pas de différence, point de vue prise en charge hormonale d'une femme, qu'elle ait 40 ans, 45 ans, 60 ou 70 ans. Pour moi, c'est là, elle a besoin, à tout âge, elles ont besoin, je ne vais pas dire d'autant d'hormones, mais d'un équilibre stratégique entre les diverses hormones, qu'elles soient œstrogènes, progestérone, mais également les hormones entre œstrogènes et androgènes. Et à tout âge, un déséquilibre va impacter la santé de la patiente. Ça, c'est clair et net. Hmm. Et alors, je suis tout à fait d'accord. Alors, on va rentrer un peu plus dans les détails juste après, mais déjà, pour encore être encore un peu plus précis, dans ces phases dont tu parles, tu dis par exemple que la préménopause commence à 30-35 ans Mhm. chez Tout la à fait. femme. Euh, dans cette phase-là, alors déjà avant, toi, qu'est-ce que tu définis comme étant la ménopause déjà, Alors, avant de parler de ça? il y a la définition théorique. La définition théorique, je ne la connais même pas par cœur. Pourtant, je suis baigné là-dedans depuis des années. Mais c'est un arrêt des menstruations pendant, selon la définition, 3 mois, 6 mois, Hmm, voire un an, selon certains. hmm, Mais comme on le sait, on peut avoir ce qu'on appelle les soubresauts ovariens. Donc, moi, j'ai des dames qui arrivent, qui ont une aménorrhée, une dispersion des règles, par exemple, à 50 ans. Et puis, pendant 6 mois, elles n'ont plus rien. Et puis, au bout de 6 mois, ça reprend pendant quelques mois. Puis hmm, ça s'arrête, puis ça reprend. Ça peut durer 2 3 ans. Donc, moi, j'appelle ça, entre guillemets, c'est une invention c'est une de mes inventions, des soubresauts ovariens. Donc, les ovaires se remettent à sécréter un peu d'hormones féminines et ça leur change la vie parce qu'entre zéro et puis des ovaires qui fonctionnent un petit peu, ben, leur état est complètement différent. Et donc, moi, je dirais, ça ne sert à rien de définir précisément une ménopause. Il ne faut pas attendre strictement 6 mois. Je dirais, allez, au jour près 6 mois. Là, vous hmm. êtes ménopausée, madame, on va commencer à vous traiter. Pas du tout. La préménopause, la ménopause se traite 10 à 15 ans avant la ménopause. Sinon, on a affaire à des dégâts irréversibles. Donc, en fait, une dame qui a des taux de progestérone basse pendant 10 15 ans avec un syndrome prémenstruel, par exemple, hein, donc avec des rétentions d'eau au niveau des seins, un changement de caractère en fin de cycle avant les règles, etc., eh ben, elle va impacter son corps et son psychisme de façon durable et irréversible parfois. Donc, une préménopause se prend en charge dès que les premiers symptômes sont là.
Et j'ai chaque année une ou deux patientes, parfois trois, quatre, mais c'est plus souvent une à deux, qui sont ménopausées à 26, 25, 26, 27, 28 ans. On appelle ça la ménopause précoce. Et donc, on ne peut pas dire que la ménopause, c'est entre 45 et 55 ans. Oui, très souvent, mais pas toujours. Mais la dame qui va souffrir pendant 15, 20 ans de déficit hormonal parce que le médecin n'a pas les capacités, je dirais, n'a pas appris à gérer ça, que ce soit en phyto ou en hormonaux, hein, je suis pour les Mhm. deux, eh bien, pour la malheureuse patiente, va le payer parfois très cher. Elle paye très cher, c'est un cancer du sein, un cancer de l'endomètre. C'est également un divorce parce qu'elle avait perdu sa Mhm. libido 10, 15 ans avant sa ménopause. C'est également une prise de Bon, poids de 5 à 10, 15 kilos. Donc, ce qui va impacter sa santé durablement. Ouais. on va revenir sur ça. Intéressant donc ce que tu dis sur les soubresauts ovariens. Mm. Mais moi, justement, ce que je voulais aborder euh, dans ce sens-là, c'était en fait justement les déséquilibres hormonaux qu'il y a avant la ménopause. Alors on est Mhm. d'accord que tu as tout à fait raison dans le sens où ces définitions dont on parle, c'est-à-dire l'arrêt des règles pendant six Ouais, mois, ouais, etc., de la ménopause, ce sont des définitions épidémiologiques en réalité. C'est des voilà. définitions qui servent à faire des études épidémiologiques, à comprendre. Exactement. C'est beaucoup moins des définitions cliniques. Et il y a toujours Exactement. souvent, ce que je dis toujours, c'est qu'il y a toujours souvent des confusions entre ce qui est épidémiologique, où là Mhm. la vision est différente. Là, c'est 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 de la biostatistique et la clinique, où là toi tu es clinicien et tu as en face de toi un patient. Oui, Euh, voilà. voilà. La Et patiente, elle n'en a rien à faire de dire qu'elle elle rentre pas oui, dans les clous de la définition. oui, Elle exact. est mal, elle prend du poids, elle a plus de libido, elle est crevée fatiguée, elle a mal au sein, elle a plein de symptômes. Et elle veut pas attendre qu'elle remplisse la définition théorique pour C'est être ça. prise en charge. Et alors, donc, si on veut commencer au tout début, alors, sans parler pour l'instant de symptômes, parce qu'on reviendra Oui, dessus, mais au tout début, dans la trentaine à peu près, quand commence ce qu'on pourrait appeler une préménopause, oui. on va commencer par avoir des déséquilibres d'hormones sexuelles. On va Mhm. parler d'hormones sexuelles. Et donc, il y a une évolution de cela. Alors, dans ce qui est mentionné dans un certain nombre d'études, c'est que c'est la progestérone qui va baisser et En premier, oui. ça sera pas une baisse linéaire, mais ça sera une baisse quand même qui est assez régulière, Mhm. et que quand on regarde un petit peu sur ce qui se passe au niveau des oestrogènes, on va voir plutôt une fluctuation de l'œstrogène, mais dans la tendance lourde, c'est-à-dire sur des Mhm. années, on voit Mhm. qu'il y a une baisse, mais Oui. parfois il y a une baisse, parfois une augmentation, parfois une baisse, parfois une augmentation chez un certain nombre de femmes. Est-ce que toi, de ce que tu observes cliniquement, est-ce que ça correspond, cliniquement, je veux dire, dans la biologie que tu fais, etc., Oui. est-ce que ça correspond bien à ce que tu observes. Oui, mais la biologie, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que déjà, si la patiente est sous contraception, pilule avec des hormones de synthèse, voire stérilée ou autre, déjà la biologie, on sait pas, on n'y a pas accès puisque elle est perturbée. Si la patiente ne fait pas sa prise de sang tip-top à jour 7 post-pic, donc en faisant la méthode des cycles, en palpant la glaire cervicale ou méthode des températures ou autre, si elle n'est pas tip-top au jour, si je dis 7 post-ovulation, eh bien, les taux d'hormones peuvent être complètement aberrants. Donc c'est pas facile d'avoir une biologie qui donne de vraies informations quant au statut hormonal de la patiente. Et donc, on se base très très fort sur la clinique quand même. Hein. Hein. Donc, j'ai pas besoin parfois d'avoir de prise de sang. Elle est sous pilule, ok, ou elle a fait sa prise de sang n'importe quand pendant son cycle. Mais j'ai parfois pas besoin d'avoir la biologie pour savoir ce que j'ai comme problème chez cette patiente. Qu'est-ce que tu observes alors comme étant des symptômes de début d'une préménopause? Quel est le profil type? Est-ce qu'il y Alors, a un profil type déjà? ouais, c'est typiquement parce que ça devient hyper fréquent par rapport. Moi, je fais ce boulot depuis plus de 40 ans. Et donc, j'en ai vu passer des patients dans mon cabinet. Et donc, on voit que nettement, depuis, je dirais,
15, 20 ans, 25 ans, on a énormément plus de syndrome prémenstruel qu'avant. Donc en gros, avant, je crois que j'avais passé une patiente sur trois qui avait des syndromes prémenstruels, donc qui avait une prédominance œstrogénique avant les règles. Donc ce sont des dames qui ont trop d'œstrogène par rapport à la progestérone. Donc elles ont rétention d'eau, elles prennent du poids avant les règles, rétention dans les seins, mal au sein, elles changent de caractère, puisqu'on sait que quand on n'a pas assez de progestérone, on n'a pas assez de GABA, on est énervé, stressé, on dort pas bien, on monte sur la tête de son conjoint, de son mari ou de son entourage. Et donc, ce syndrome prémenstruel, qui est défini par des problèmes psychologiques, des problèmes de rétention d'eau, des problèmes également parfois dépressifs, parfois un syndrome dysphorique qui s'ajoute à ça, prémenstruel, eh bien, on voit que c'est une explosion. Alors pourquoi? Ben, simplement, on vit plus longtemps qu'avant. Donc déjà, le fait, moi j'ai fait une recherche sur ChatGPT il y a quelques jours pour une patiente qui est en face de moi. Et je lui disais, ben, vous savez, madame, il y a 2 siècles, on vivait jusqu'à 46 ans, et maintenant on vit jusqu'à 80 90 ans. Elle me dit, comment ça? Mais je dis, oui, je suis allé, bon, ChatGPT, c'est pratique, ça va très vite. Et en effet, vers les années 1850, la durée de vie moyenne en Europe était de l'ordre de 40 à 45 ans. Donc en gros, maintenant, les pauvres dames, elles doivent encore vivre 40 ans sans leurs ovaires, en fait. Voilà. Donc sans leurs hormones. Donc ça, c'est comme si moi, à 64 ans, j'ai plus ma testo, ma DHA, ben je voudrais pas imaginer dans quel état je serais. Et donc, ce syndrome prémenstruel a augmenté parce qu'on vit plus longtemps, mais aussi parce qu'on est pollué par des perturbateurs endocriniens qui sont oestrogènes-là. Il faut savoir que la pollution, les plastiques qui entourent la nourriture, les pesticides, les herbicides, on est bourré de toutes ces crasses-là. Et je crois que dans les pays maghrébins, c'est aussi pire que chez nous, je dirais, même si c'est pas du français. Et parce que la pollution est omniprésente, on est bourré de perturbateurs endocriniens, eh bien, ça s'ajoute à nos oestrogènes, sauf qu'on ne sait pas le doser. Donc, on a parfois des dames sont pas de contraception, on fait une prise à son bon moment du cycle, et on a des taux d'œstrogène à 160, des taux de progestérone à 4, 5, 6, ce qui ne permet pas d'implanter un ovocyte fécondé, mais ce qui permet d'être viable. Et en raison de tous les symptômes d'un excès d'œstrogène, eh bien, ces excès d'œstrogène, on ne les a pas dosés, ils viennent de ce qu'ils ajoutent à leurs oestrogènes naturels par la Mm. pollution et les substances qui imbibent leur corps. Et donc là, en parlant de préménopause plutôt, Ouais, parce que là, tu parles du syndrome prémenstruel et tu parles de ouais, tous ces symptômes-là qui correspondent en réalité à un déséquilibre oestrogène-progestérone, c'est-à-dire dans le sens, on sait que on sait très difficilement distinguer cliniquement un excès d'oestrogène d'un déficit en progestérone. oui, il y a quel Donc, moyen il y a quel moyen de le distinguer? il y a certains moyens, mais c'est compliqué. Oui. Et donc, à la préménopause, il y aurait un excès d'œstrogène et un déficit et ou un déficit de progestérone. Ouais, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. La progestérone se casse la figure beaucoup plus tôt que les oestrogènes. C'est clair et net. Les oestrogènes, c'est surtout les dernières années avant la ménopause, vers 45 ans, je dirais en moyenne, que là, elle commence à diminuer sérieusement. On a les symptômes de sécheresse, de baisse de libido, de prise de poids, etc. Tout à fait. Donc, c'est une augmentation quantitative ou est-ce que je parle des oestrogènes, ou est-ce que c'est plutôt le fait que la progestérone baisse que ça produit les symptômes? Exactement, c'est ça, sa progestérone qui se casse la figure beaucoup plus vite que Voilà. les oestrogènes. Mais non, comme je dis, par la pollution, par les plantes endocriniens, eh bien, on peut avoir un ajout encore d'oestrogènes, donc on Ouais, aggrave le problème, c'est ça. tout simplement. C'est pour ça Mm. qu'on a des adolescents mâles qui ont des seins, des grosses prostates, ils n'ont pas d'érection, ils n'ont pas de libido, mais parce qu'ils sont imbibés de plantes endocriniens, œstrogènes-like, qui empêchent leur sécrétion de testo, mais inhibent également leur Et, testo, désolé. ouais. Et alors, en fait, ce que tu dis est intéressant et même, je pense, exact parce que quand je regardais, j'avais fait un travail, j'avais rédigé toute une étude là sur la sensibilité aux polluants Oui, dans les métaux lourds et dans des perturbateurs endocriniens en rapport avec les hormones sexuelles, notamment les oestrogènes et les androgènes. Et en fait, tu te rends compte réellement que euh, les personnes qui sont plus jeunes sont oui. un peu moins impactés du point de vue épidémiologique, sont un peu moins impactés par ces perturbateurs endocriniens, et que en fait, plus on avance dans l'âge et plus on a un impact important, et ça se comprend par différentes Oui, choses, notamment les perturbations hormonales qu'on a avec l'âge, le oui, vieillissement, l'intestin qui se détériore oui, avec l'âge, et puis l'impact de la sédentarité dans le temps. oui. Et donc là, ce que tu dis est intéressant dans le sens où, oui, c'est en fait la trentaine, la quarantaine, c'est le moment où Mm, la femme est sensible, encore beaucoup plus sensible c'est ça. qu'avant,
aux perturbateurs endocriniens, même si elle n'a pas changé d'environnement, Oui, même c'est ça, si mais elle vit c'est toujours dans le même l'accumulation. C'est environnement. l'accumulation. Exactement, c'est l'accumulation et c'est toutes les perturbations qu'il y a au niveau intestinal et tout le reste Ouais, qui font que, effectivement, donc intéressant. Et alors, on, on- en parlant donc puisque on est maintenant, enfin, on est en train de parler des déséquilibres hormonaux. Alors, il y a aussi d'autres hormones sexuelles qui sont probablement souvent négligées chez la femme, ouais, notamment les androgènes. ouais, tout à fait. J'avais parlé des androgènes lors de la dernière conférence dans ce sens-là, et c'était sur les ovaires polykystiques, Ouais, le lien entre résistance à l'insuline et hyperandrogénie. Euh, donc ces androgènes-là aussi, chez potentiellement chez une partie des femmes, dans ces périodes-là, vont augmenter parce que il y aurait notamment une répression progressive de l'aromatase et une augmentation de l'activité de la 5-alpha réductase. oui, oui, mais ce qui se passe également, c'est que, ben, je veux dire, il n'y a pas que, je dis toujours, moi, une ménopause, c'est pas du tout des ovaires qui déclinent, qui meurent, c'est également des surrénales qui déclinent, des thyroïdes qui déclinent, voire des pancréas. Donc, il faut comprendre le vieillissement chez l'homme et chez la femme comme étant glandes endocrines et ne prendre en charge que l'aspect progestérone-œstrogène, c'est très, très réducteur, trop réducteur. Il faut tenir compte également des androgènes. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les androgènes, évidemment, ils vont pas aller à zéro comme la progestérone, ou souvent à l'état Non. détectable. Ils vont se maintenir assez longtemps pendant la vie, mais comme les œstrogènes commencent à se casser la figure à la quarantaine, eh bien la patiente va être en prénuance donc androgénique, parce qu'elle aura encore sa DHA qui va se convertir en partie en testo, elle aura encore sa prégnénolone. Et finalement, c'est pour ça que beaucoup de femmes qui arrivent je sais pas, 50, 55, 60 ans, eh bien, elles ont plus d'œstrogènes, elles ne sont pas traitées par les ménopause, donc elles attrapent du poil au menton, elles perdent leurs cheveux, et elles ont des symptômes d'hyperandrogénie, même si leurs androgènes sont bas. Mais il y a tellement peu d'œstrogènes que la balance ne se fait plus. Mm. Et en plus, on peut ajouter à cela aussi l'augmentation de la demande sur les surrénales, puisque comme les ovaires ne produisent plus Ouais, tout à d'hormones fait. sexuelles et notamment d'œstrogènes, comme tu dis, Ouais, les surrénales sont sursollicitées. C'est d'ailleurs pourquoi on a plus de production d'œstrone, notamment ouais, par tout à le, fait. par les surrénales, Tout à fait. les corticosurrénales. Et en plus de ça, on va avoir donc les androgènes, puisque on a quand même une répression de l'aromatase. Et donc, comme tu Mhm. dis, c'est pour ça il y a la DHEA, et puis les androgènes, et puis un peu les œstrones aussi, parce que les Mhm. surrénales, ils ont une capacité plus faible Ouais, mais ce qu'il faut de bien expliquer production. au public, c'est que la testo donc les œstrogènes de l'homme et de la femme. Alors, je viens d'avoir un cas aujourd'hui extraordinaire, un jeune homme de 36 ans du fin fond de l'Espagne qui est une ostéoporose carabinée et en fait, il a une testo trop basse et il a un oestrogène hyper bas. Et bien, chez l'homme qui n'a pas assez d'oestrogène va faire l'ostéoporose, Mm, comme les femmes, va faire également, il est hypofertile, il va avoir une perte de libido. Et donc, ce qui se passe, c'est que le fait d'avoir également au niveau surrénalien une baisse d'androgène, on va sursolliciter aussi les surrénales pour toutes les autres hormones, eh bien, c'est pour ça que les personnes plus âgées, femmes plus âgées, vont être plus sensibles au burn-out qu'une plus jeune, mm, puisque elle va consommer son cholestérol qui devient prégnénolone pour faire pas mal de cortisol en cas de stress, mais elle n'aura plus assez pour faire les androgènes. Donc, mm, également, et comme elle est sursollicitée, cette surrénale, pour des tas de raisons, eh bien, à un moment donné, elle n'arrivera plus à faire de cortisol non plus, donc elle va rentrer en burn-out. mm. Oui, exactement, exactement. Et tu vois ça déjà. On parlera de ça tout à l'heure là par rapport au cortisol quand on arrivera à ces autres hormones. Et donc en fait, pour récapituler un petit peu ce qu'on est en train de dire ici, c'est que au tout début, c'est vraisemblablement autour de 30-35 ans commence cette périménopause qui est une sorte de déclin progressif Oui, hormonal chez la femme qui va conduire à terme à la ménopause. Et ça commence d'abord, comme tu dis, par la progestérone qui commence à se casser la figure. Et puis, et comme il y a la progestérone qui baisse plus vite en rythme que l'œstrogène, même si parfois l'œstrogène peut avoir des soubresauts, oui, mais courts, mais on va dire que l'œstrogène va baisser, mais
va baisser plus progressivement que la progestérone. Donc, on va avoir ce déséquilibre, cet écart qui se creuse entre progestérone et œstrogène. On va Mhm. obtenir un tableau clinique d'hyperimprégnation œstrogénique. Ouais, Hyperimprégnation œstrogénique. Dans le tableau clinique d'hyperimprégnation œstrogénique, on a dedans à la fois tout ce qui est niveau d'œstrogène, mais aussi niveau de progestérone. Ça aussi ouais, détermine le tableau ouais, d'hyperimprégnation œstrogénique. Et donc, il y a une progressivité dans l'évolution comme ça. Et puis, arrivé à l'âge de 40 ans ou plus ou moins, en fonction des situations cliniques des femmes, on va avoir donc une baisse rapide des œstrogènes qui ouais, viennent ouais, rejoindre la progestérone. tout à Et fait. puis, à un moment donné, on aura un arrêt de production ovarien des deux hormones, ok, Ouais, avec avant cela même une production peut-être un peu plus augmentée des androgènes, mais pas que. C'est-à-dire que le fait que ces hormones féminines baissent trop, notamment l'œstrogène, ça crée un écart aussi entre androgène et œstrogène et ça peut ouais, produire chez certaines dames, ouais, et peut-être les dames qui auront plus de résistance à l'insuline, ouais, peut-être auront plus d'androgène, mais pas que, ça peut produire un tableau d'hyperandrogénie. ouais, Et alors donc, à ce moment-là, avant de passer à ce qui suit, donc en post-ménopause avec les effets sur la santé durable et les complications, euh, on a dans tout ce processus-là, dans tout ce continuum, on a aussi un impact sur les autres hormones, puisque comme tu viens de l'expliquer là par rapport au cortisol, par rapport à nos hormones thyroïdiennes, l'hormone de croissance, euh, peut-être les hormones de l'appétit aussi. ouais. Qu'est-ce que toi tu observes en clinique? Mais c'est-à-dire que le problème, c'est qu'il faut quand même voir les glandes endocrines dont fait partie l'ovaire, les testicules, les surrénales, les thyroïdes, les hypophyses. Il faut voir ça comme un ensemble. On ne peut pas toucher une hormone sans être capable de toucher à l'autre. Et par exemple, concernant l'hormone de croissance, qui fait qu'un adulte comme nous sommes va rester ferme, musclé, masse osseuse, masse sèche, pas de virgrade partout, et pas de relation musculaire, et bien il faudra l'hormone de croissance, elle est stimulée par les oestrogènes, par la DHEA, la testo. Donc le fait d'avoir des carences en hormones, par exemple surrénaliennes ou en oestrogène pour la femme, en testo pour l'homme, va impacter l'hormone de croissance, elle est plus basse. Et donc, ce sont des patients des patients ou des patientes qui vont dire gras de partout, la graisse se met partout, fatigués, ils vont dormir 10, 12 heures, 14 heures par jour pour être enfin convenable, bien, ils vont avoir une perte de mémoire, enfin, il y a des tas d'impacts. Et donc, c'est pour ça l'hormone de croissance, moi j'en ai encore eu trois aujourd'hui qui étaient trop basses. Vraiment, l'hormone de croissance libre calculée, en quel l'IGF-1 sur l'IGF-1 sur l'IGF-3 était altéré, eh bien, j'ai pas donné l'hormone de croissance, j'ai simplement réglé tous les cofacteurs qui vont lui permettre de remonter. J'ai corrigé la B3, j'ai corrigé le fer, j'ai corrigé le magnésium, le potassium, la DHEA, les oestrogènes, la testo. Et j'ai au patient, on verra la prochaine prise de sang et on verra cliniquement comment vous êtes. Mais très souvent, 8 fois sur 10, 9 fois sur 10, ça monte tout seul sans que je ne doive en prescrire. Et, euh, et alors, donc, dans le rapport entre la progestérone et l'œstrogène et, par exemple, les hormones thyroïdiennes, Oui. euh, Ben qu'est-ce alors, qui... Ouais, ouais, on sait que la conversion, la T4 inactive en T3 nécessite plein de nutriments. On connaît le sélénium, on connaît le c'est ça, manganèse, le molybdène, le magnésium, la B12, on connaît tous tout ça. vitamine D, Mais il faut ouais. également de la progestérone. Et donc le problème, c'est que si on ne traite pas ce manque de progestérone qui survient chez toutes les femmes, Hmm, virtuellement, vers la 35, 40, 45 ans, eh bien malheureusement, la pauvre dame, elle se devient en plus hypothyroïdienne. Donc elle ne va pas prendre 5 kilos, mais 10 kilos, ou 20 ou 30. Elle va être deux fois plus fatiguée parce qu'elle paye le double prix. Non seulement elle a plus ses hormones féminines, mais elle a plus sa T3 thyroïdienne. Et donc, c'est vraiment ne pas prendre en charge ce genre de baisse liée à l'âge. Ça impacte tout. La thyroïde, l'hormone de croissance, enfin, tout est impacté. Et aussi, également, remarque à faire, comme j'ai affaire à des collègues médecins ici, ben, vous savez que la synthèse des stéroïdes c'est cortisol, DHA, testo, au niveau hmm, mitochondrial des gonades ou des surrénales, dépend de beaucoup de cofacteurs mitochondriaux dont fait hmm, partie la T3. Donc s'il n'y a pas de T3, ben, il y a moins de cortisol, il y a moins hmm. de DHA, il y a moins d'hormones féminines. Et donc relancer les mitochondries en traitant convenablement l'hypothyroïdie par
T3 et T4, pas que la T4, hein. Donc Hmm, je sais que malheureusement, les pays maghrébins, j'ai vu ça en conférence, ils n'ont que des T4 seuls, donc l'évothyrox, le thyroxine, le thyrox. Et donc c'est un gros, gros problème. Il faut vraiment toujours donner à son patient à la fois la T4 et la T3, parce que la T3 peut ne pas exister parce qu'il n'y a pas de conversion possible de T4 en T3. hmm. Oui, comme tu dis, alors la synthèse des hormones stéroïdiennes dans l'ensemble, elle est mitochondriale. Oui, Alors, tout c'est à pas fait. la totalité de la séquence ou de la voie qui est mitochondriale, mais on Non, a non. déjà Ouais, le début de la voie avec la desmolase ouais, cholestérol vers prégnénolone qui est mitochondriale. tout à On a fait. aussi une partie, la partie là de la conversion de la progestérone ou de la Mm. 17-hydroxyprogestérone en corticostéroïde, aldostérone, cortisol qui est aussi mitochondrial. Ouais, Donc ces deux ces deux classes de réactions ici sont mitochondriales. Donc oui. ouais. Et puis il y Il y a a beaucoup de dopamine. exactement la Ouais, T3 est un ouais, cofacteur majeur des mitochondries. ouais. Ça Et c'est donc, je veux extrêmement dire, important. c'était Ouais. intéressant parce que je veux dire, ne pas traiter l'hypothyroïdie qui est très, très fréquente, mais non, j'en suis à 90% de mes patients, ou 95 parfois, qui sont en hypothyroïdie Mm, actuellement. C'est la folie, alors qu'avant, c'était quelques pourcents. Donc, ne pas prendre en charge l'hypothyroïdie, malheureusement, ça impactait les autres hormones également, ça mm. impactait tout. Et en fait, là, juste pour préciser, quand Stéphane parle de 80% ou 90% de ses patients qui sont en hypothyroïdie, il faut comprendre deux choses. La première, c'est que Stéphane est parmi, on va dire, ses expertises, c'est la thyroïde. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent le voir qui ont des problèmes thyroïdiens, mais pas que, parce Mm. que l'hypothyroïdie, elle est beaucoup plus fréquente, puisque les critères de on peut dire diagnostic ou peu importe, de l'hypothyroïdie sont différents en médecine fonctionnelle Ouais. que les critères classiques et qui se basent sur la TSH qui augmente ou la TSH qui diminue. Euh, Ah, je peux te dire clair et net, la TSH, je m'en fous complètement. ouais. Parce que je sais qu'à 7 heures du mat, elle va être à 2,5. À 7h15 du matin, elle va être à 1,5. Et puis elle va encore remonter à 8 heures. Donc elle change tout le temps. Donc se baser sur une TSH comme critère d'hypothyroïdie est une débilité, j'ose le dire, profonde. Et ce qui est bien plus important, c'est savoir si le patient a des symptômes, s'il est frileux, fatigue le matin, rétention d'eau. Là, c'est bien intéressant. Pour diagnostiquer une hypothyroïdie, c'est purement clinique, hein, diagnostiquer une hypothyroïdie, c'est pas biologique, même si la biologie aide. Évidemment, si j'ai une TSH, comme j'ai dit tout à l'heure, à 105, je sais qu'il y a un problème. Et l'endocrino qui a vu cette patiente aussi en Espagne avait dit tout va bien. Et si j'ai une T3 libre qui est à, je sais pas moi, à 2,4 picogrammes, comme je l'ai vu tout à l'heure, nanogrammes, pardon, et le médecin traitant avait dit tout va bien. Voilà, bon, là, c'est évident que cette biologie-là est hypothétique, mais souvent j'ai des TSH qui sont à 1,8, 2, 2,5. J'ai des T3 qui sont à 4,5, 5 picomoles ou à 2,8, 3 Ouais. un nanogramme et on dit, ah, vous êtes dans la norme, tout va bien. Et la patiente a 20 symptômes d'hypothyroïdie. Oui, effectivement. Donc Ouais. la TSH là, c'est pas, en fait, c'est pas, il n'y a pas que toi qui le dis parce que je répète c'est toujours ça parce que c'est quand même intéressant. Le gars qui a inventé le bilan thyroïdien, Oui. On ne qui sait est pas qui c'est. décédé maintenant il y a quelques Oui. années. Non, c'est John Midgley. Il est Oui, même ok, ouais. passé en audition au Parlement écossais et moi j'ai discuté avec lui et tout ça Mhm. et etc. Il disait exactement ça. Il disait la TSH ne sert à rien. Moi j'ai pas inventé le bilan thyroïdien pour que les gens regardent sur la TSH uniquement. C'est ça. Qu'il faut regarder sur tous les autres marqueurs et regarder aussi la clinique. C'est Et ce alors, qu'il il faut savoir disait. que moi, je me Oui. souviens d'une norme de TSH qui était il y a peut-être 20, 25, 30 ans, qui était entre 0,3 et 11. Et puis, on l'a fait passer brusquement entre 0,3 et 4,3. Et puis, donc, c'est un truc très, très rigolo. Il y a une quinzaine d'années, j'envoie à tous les chefs de service endocrino, plus endocrino en privé en Belgique, une trentaine de collègues que j'ai repérés par recherche, donc au niveau des de boîtes à téléphone, enfin, boîte à téléphone, recherche. Et je leur envoyé un petit mot en disant, bon, dites-moi un peu. D'où vient ce critère de 0,343 actuellement? Qui a inventé ça? Et quelles sont les études qui montrent que c'est un critère correct? Eh bien, il n'y a personne qui m'a répondu parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas qui est le gars ou la dame qui un jour a inventé cette norme-là. On ne sait pas. On ne sait pas. Ouais, Et c'est enseigné à l'UNIF. Voilà. c'est John Midgley et le critère est un critère statistique.
Mhm. Parce que tu sais il y a deux ou trois manières de Mhm. déterminer les normes des analyses biologiques. T'as, t'as le, T'as la méthode clinique, où là, tu Mhm. vas te focaliser sur quelque chose, une maladie, une indication, un peu comme ce qu'on avait fait pour la vitamine D, où on Ouais, c'est s'était ça. focalisé sur le risque fracturaire et la densité minérale osseuse. Et puis, tu as l'autre critère qui est statistique. Ouais, Et le critère statistique, c'est tu prends un échantillon soi-disant représentatif de la population, censé être plus ou moins en bonne santé apparente. Après, la définition de la bonne santé apparente est extensible à l'infini. ouais, Et tu mets moyenne, tu as une distribution statistique, ouais. moyenne, plus deux écarts types, moins deux écarts types, et tu obtiens limite inférieure, limite supérieure. Bon, c'est comme ça que c'est fait, hein, les normes les normes soit de la T4, la T3 ou, euh, Mhm. ou de la TSH. Alors, pour revenir donc à notre sujet qui concerne donc justement la ménopause et la périménopause, donc ça va dans les deux sens en réalité. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que afin d'amortir le choc de la ménopause, bah, il faut prendre en charge la thyroïde, comme tu dis très bien. Mhm. Et en même temps, cette même ménopause va avoir un impact aussi sur la thyroïde, puisque la baisse de la progestérone crée aussi Ouais, une hypothyroïdie clinique, donc avec une mauvaise conversion T4, T3. D'ailleurs, la mauvaise conversion T4, T3 n'est pas uniquement dans le foie, puisque ouais, ça va produire aussi une hypothyroïdie cérébrale, puisque tu as tout la à fait. DIO1 dans le foie et la DIO2 dans le cerveau. Ouais, Et tu obtiens avec ça, je pense, je sais pas si tu doses ça aussi, ouais. tu obtiens plus de reverse T3. Oui, alors je dois avouer que je la dose jamais. C'est comme les variants génétiques d'IO2, je les dose jamais, même si je les enseigne dans mes cours. Mais ça ne m'est pas utile parce que la clinique est tellement parlante en thyroïde que j'ai pas besoin de tout ça. Mais voilà, mais c'est vrai, théoriquement, c'est bien de doser tout ça. Mais voilà. Ouais. Ok. Donc très bien. Ça c'était juste. Alors concernant, alors il y a encore quelque chose d'important qui concerne le cortisol. Oui, dis-moi. Euh, le cortisol donc. Alors, le cortisol va avoir. Quel est. Parce que c'est un peu complexe, le cortisol. Très. Tout dépend de l'état initial des surrénales de la dame qui rentre dans ce continuum de ménopause ou de périménopause. On est Mm. d'accord. Ouais, Si une dame est déjà épuisée au niveau surrénalien, le cortisol va se casser juste la figure de plus en plus. Et, euh, et si. euh, et si la dame a encore des surrénales qui fonctionnent plus ou moins et qui arrivent à produire encore du cortisol, on sera dans un premier temps en hypercorticisme, burn-in, ensuite ouais, de moins en moins, ensuite on rentre dans le burn-out, ouais, et ainsi de suite. Et donc, il y a déjà un rapport cortisol-hormone thyroïdienne. Tu pourras, je sais ce que tu penses du sujet, mais si tu peux ouais. expliquer. Et puis, il y a un rapport progestérone cortisol, œstrogène, cortisol. Est-ce que Ouais. tu peux détailler un petit peu Alors, en ces gros, rapports-là? si tu veux, ce que je... Alors, alors, tout d'abord, je veux préciser un truc, c'est que ne vous mettez pas tous à doser le cortisol pour ce patient est en burn-out, pré-burn-out ou pas, Hum, parce que vous risquez très fort de rien voir du tout. Dans le hum, cas, le dosage du cortisol sanguin, oubliez ça, ça n'a strictement, sauf dans des cas d'hypercorticisme, ou maladie ou d'insuffisance rénalienne profonde, ce cortisol sanguin, il va rien vous amener. Le cortisol, les métabolites du cortisol sur 24 heures, ça peut être intéressant, mais bof, c'est pas très percutant. Par contre, le cortisol salivaire, donc dosé plusieurs fois sur la journée, avec un dosage une demi-heure après le réveil, avec le quart, ça devient vachement intéressant, mais on peut passer encore à côté de certaines choses. Et en fait, on peut avoir dans le burn-out ou le pré-burn-out ce qu'on appelle un dysfonctionnement de l'axe hypothalamo-hypophyseal-surrénalien, c'est-à-dire en cas de stress, on n'a pas de bouffée de cortisol permettant de gérer le stress. Et donc, on se retrouve face à des dosages sanguins qui sont parfaitement bons, et le patient qui a 15, 20, 25, 30 symptômes, j'en ai vu un 35 hum, il y a quelques jours, symptômes de manque de cortisol. Et donc, les dosages biologiques, de nouveau, pour le cortisol, ben, c'est un peu comme la thyroïde, c'est très, très décevant. Et hum, on ne doit pas se baser là-dessus, vraiment. On doit se baser sur ce que le patient raconte.
Donc voilà, donc les dosages biologiques, c'est génial, j'en demande tout plein, mais ça c'est limite et pour la thyroïde et le cortisol. Et voilà, donc le problème, c'est que également comment, le cortisol, il y a quelqu'un qui est stressé, une dame qui est très stressée parce que son chef de service l'harcèle, parce que son mari à la maison, son conjoint est plutôt euh, chiant, je dirais. Eh bien, cette pauvre dame, elle va devoir surproduire du cortisol pour tenir le coup et au détriment également d'autres hormones parce que la prénolone et toute la chaîne de synthèse du cortisol, eh bien, on a ce qu'on appelle, on appelle ça le vol de la pré. Parce que le cortisol va tout capter et les autres hormones vont en pâtir. Donc il y a vraiment une relation de balance entre les autres hormones et le cortisol qui peut être surproduit en cas de stress intense. Et ce rapport cortisol-thyroïde Ouais. Mais alors voilà, ce qui se passe, c'est dans que la conversion, alors, le cortisol au niveau thyroïdien joue à deux niveaux. C'est-à-dire que si en cas de manque de cortisol, on a une conversion trop rapide de la T4 en T3. Donc on donne à un patient soit de la T4, Levothyrox, Euthyrox, T4, ces machins-là qui marchent très rarement pour traiter, j'en ai 3-4 parents qui sont contents avec ces machins-là. Soit on donne des mélanges thyroïdiens comme le Tyral, Novotyral, T4 et T3, soit on donne des hormones, des extraits thyroïdiens de porc ou de les euh, extraits glandulaires. Mm. extraits glandulaires comme l'erfathyroïde et l'armorthyroïde. Et si le patient ou la patiente n'a pas assez de cortisol, il va très mal supporter son traitement. Il va avoir Mm. tout de suite des effets secondaires par conversion trop rapide, trop de T3 tout de suite. Il va avoir des palpitations, nervosité. Il va sembler être en hyperthyroïdie alors qu'il a encore 20 symptômes d'hypothyroïdie derrière. Frilosité, fatigue matinale, rétention d'eau. Et donc le cortisol peut, voilà, en cas de manque, on peut avoir on ne supporte pas le traitement thyroïdien en fait. Maintenant, également au niveau central, le fait d'avoir trop peu de cortisol, on va avoir une hausse de la CTH. Et malheureusement, et également, juste avant la CTH, c'est comment, allez, allez, Tu l'hormone parles cortisol, monter de la la CTH. CRH, de la Oui, la CRH, CRH, voilà, la ouais. CRH. Mm. Et malheureusement, la CRH va faire baisser la TSH. Mm. Donc, on peut avoir une hypothyroïdie centrale, enfin d'origine centrale, par excès de CRH, inhibition de la synthèse de TSH. Et on peut avoir une tolérance périphérique au traitement thyroïdien. Donc, on est vraiment, donc le cortisol est très, très impacté dans le problème thyroïdien. Mais ce qu'il Ouais. faut retenir, c'est que parfois, on doit monter le cortisol pendant 4-5 jours avant de pouvoir administrer un traitement thyroïdien substitutif qui fonctionne sans effet secondaire. Et d'ailleurs, à préciser aussi ce que tu expliques là, les signes on pourrait appeler ça de l'intolérance en fait au C'est ça. traitement thyroïdien. Ouais. Tu les as aussi avec pas mal d'autres traitements Ah oui. et même avec dans certains cas des aliments, Oui, voire tout à fait. des compléments alimentaires quand le cortisol est très bas. Alors, Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que quelqu'un qui a un cortisol très très bas, souvent, il ne supporte rien. On lui file la hmm, phyto, il ne supporte pas le phyto. ouais, L'isocène, il ne supporte pas. On lui file la T3, il supporte, la T4, il ne supporte pas. Même le verre d'eau, à la limite, il ne va plus supporter. Tellement il devient intolérant à tout. Et ça, c'est vraiment un signe typique. Les gens qui vous disent, je suis allergique à tout, je ne tolère rien, j'ai fait secondaire avec tout, ce sont des patients qui, en général, n'ont pas assez de cortisol, tout simplement. eh ben, super. Bon, ça c'était déjà intéressant. Donc, pour rappel, toutes celles et ceux qui viennent nous rejoindre, parce que je vois que maintenant le nombre par rapport au tout début, ça a quadruplé ou même Mhm. triplé, ou je pense triplé. Cette conférence, c'est une conférence sur les déficits hormonaux chez la femme en ménopause et en périménopause, et c'est une conférence qui est organisée, ou une table ronde conférence qui est organisée dans le cadre du Congrès international des sciences de la nutrition, dans sa quatrième édition, qui aura lieu à Casablanca les 18 et 19 avril prochains. Vous avez plus d'infos sur icns.ma pour celles et ceux qui sont intéressés. Vous pouvez aussi contacter Dr Tissem Tejmouati, qui est co-organisatrice du congrès aussi à ce numéro-là. Et je vous en dirai un peu plus à la fin de cette table ronde. Donc, on a avec nous actuellement Dr Stéphane Rézima et on est en train de discuter. On avait déjà abordé donc les définitions, les déséquilibres des hormones sexuelles, les impacts de la ménopause sur les autres hormones, notamment ce qu'on vient de discuter ici, de débattre, les hormones thyroïdiennes et le cortisol. Et puis, il nous reste deux parties par rapport aux impacts de la ménopause sur la santé.
Et également la partie sur microbiote intestin qui, je pense, on va pouvoir l'aborder puisqu'on a encore un petit peu de temps. Mhm. Et donc, intéressant. Alors, est-ce qu'on pourrait dire un petit mot par rapport à l'hormone de croissance dans le contexte de ce continuum de périménopause? Oui. Alors, l'hormone de croissance, c'est vraiment évident, ça fait grandir les gosses. Mais chez nous, les adultes, on en a besoin également. On a autant besoin d'hormones de croissance que nos enfants, pas pour grandir, mais pour réparer la mécanique. Donc, on sait qu'on a une hormone de croissance qui physiologiquement monte le soir, pendant la nuit, et on a un cortisol, par contre, qui monte, qui descend en fin de journée, et on a une mélatonine qui monte également le soir. Et la hormone de croissance, s'il était déficitaire chez un adulte, ben, moi, je les vois tout de suite rentrer dans le cabinet, ce sont des adultes qui sont gras, ils sont mous, ils ont un relâchement musculaire, ils sont gras de partout, ils ont également un air vieilli précocement, et également ils rapportent des symptômes qui sont typiques. Souvent, pas toujours, ils ont un dégoût pour la viande, ce sont des gens qui viennent végétariens, pas pour préserver les bestiaux, mais simplement parce que ça le dégoûte, la viande les dégoûte, mais pas Hmm, toujours. On parle de site avec ce signe-là qui n'est pas là. Et surtout, c'est au niveau du sommeil que ça se voit. Ce sont des personnes qui disent, ben moi maintenant je dois dormir beaucoup plus qu'avant. Je suis passé hmm, de 6 à 8 heures, et puis j'ai passé à 10 heures, et puis à 12 heures, puis à 13 heures. Et quand je me lève, je suis pas encore frais, je dormirai encore bien 2 heures de plus. Donc c'est un sommeil qui est pas récupérateur. Ils dorment, mais c'est un sommeil qui est pas récupérateur en fait. Et également, ce sont des personnes qui manquent de zen attitude. Les zen attitudes, c'est le fait de pouvoir gérer un problème qu'on rencontre sereinement, en réfléchissant calmement. Eh bien, ils prennent tout dans la figure, ces gens-là. Donc, ils manquent des attitudes. Également, il y a d'autres symptômes, c'est qu'on peut avoir également plus de risques de résistance à l'insuline. Enfin, hmm. il y a également, quand on a de croissance, assez étonnamment, statistiquement, on a plus de cancers. Ouais, et c'est justement, il y a toujours ce débat autour de l'hormone de Ouais. croissance. Et d'ailleurs, ce même débat, on l'a aussi avec les hormones sexuelles, avec Oui, oui, tout à notamment fait. Oui. l'œstrogène et aussi la progestérone, Ouais. bizarrement, un ami commun qui a, dans un Oui. endroit quelque part qu'on connaît, toi et moi, a expliqué que la progestérone est plus pro-cancérogène que Oui, ça les c'est ça, œstrogènes. Et je lui ai envoyé Euh, la littérature qui prouvait l'inverse. Il m'a jamais répondu. Et il a encore redit la même chose il n'y a pas longtemps, je le sais. Donc, ouais. je sais pas dans quelle langue il faut lui expliquer. Ok. Et alors, donc, si on veut récapituler tout ça, en fait, qu'est-ce que toi tu ferais pour une dame qui est en périménopause, allez, en préménopause, Mhm. ok, en préménopause avec un profil, comme on a dit tout à l'heure, d'hyperimprégnation oestrogénique, Ouais. avec une hypothyroïdie euh, et potentiellement des signes de d'hypocorticisme. Mhm. Euh, Bah, parce que c'est complexe. Et si maintenant je veux encore ajouter l'histoire de l'hormone de croissance et d'autres trucs, ouais. ça devient un peu complexe. Mais déjà, avec cette triade-là, ce qui m'intéresse en fait, c'est pas plus les solutions en tant que telles, puisque ça, on en Mhm. parle tout le temps et on va en parler Ouais. d'ailleurs lors du congrès. Alors tu peux parler des solutions, il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout la méthodologie de prise en charge. C'est Eh qu'est-ce que tu bien, fais, comment tu fais, alors, il comment faut tu faire très... procèdes. Moi, je suis désolé, je suis pour le tout à la fois. Je ne vais pas traiter un biote et puis avoir le patient 3 mois après, traiter une surrénale et puis traiter une thyroïde et puis traiter un an après. Je fais tout en même temps. Parce que sinon, on n'arrive à rien finalement. Il faut vraiment traiter à tout. Maintenant, donc, pour la surrénale, ben, le cortisol, ben là, je vais de la micronute, donc tout ce qu'il faut pour qu'une une surrénale sécrète du cortisol. Donc, il faut la tyrosine, il faut du magnésium. Certainement, il faut du fer, il faut la vitamine C, il faut plein de trucs. Ça peut aller jusqu'aux plantes adaptogènes, Shisandra, donc ça peut aller jusqu'à la rhodiola, la ashwagandha. Et puis dans des cas je peux mettre en plus des extraits surrénaliens en plus, des extraits surrénaliens, il y en a plusieurs sur le marché. Et dans des cas extrêmes, c'est mon patient qui est en burn-out devant moi, ben je traite par cortisol bioidentique, hydrocortisone pour l'aspect fatigue et éventuellement méthylprète ou prénisolone pour l'aspect inflammatoire s'il le présente. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de guide standard, ça dépend de ce qu'on a devant soi du patient, évidemment. Évidemment, je n'ai jamais donné de cortisol à un patient, jamais en donné s'il n'y a pas assez d'androgène. Donc, je vais toujours équilibrer la DHEA et la testo. Évidemment, la vitamine D et K2 à côté, puisque la vitamine D, c'est une hormone anabolique très proche de la testo et de la DHEA.
À côté de ça, si j'ai une dame devant moi, eh bien, je vais devoir équilibrer à cause des androgènes, ses oestrogènes, et je vais devoir équilibrer sa progestérone. Donc, en gros, je pars d'un burn-out et finalement, je vais toucher également à sa progestérone, puisque c'est la cascade hormonale qui doit être respectée. Mm, Donc voilà, donc au niveau thyroïdien, ben, de nouveau, ça peut aller de la micronute. Peut-être que le patient manque de sélénium, manque d'iode, manque de B12, euh, cause de non-synthèse de la T4, mais je peux avoir besoin aussi d'extrait thyroïdien s'il faut. Et dans le cas extrême où j'ai 15, 20, 30 symptômes d'hypothyroïdie, je vais même pas essayer les extraits light thyroïdiens, je vais directement passer à mm, des mélanges T3, T4 ou américains, canadiens qui sont T1, T2, T3, T4. Donc de nouveau, c'est au cas par cas. Et c'est ça qui fait la difficulté. Maintenant, il y a des plantes de la phyto qui stimulent la thyroïde, qui nous correspondent T4 en T3. Mais on les connaît, c'est l'ashwagandha, c'est le mm, camphénol, c'est le gugule. Donc je donnerai facilement un complexe dans lequel il y a tout ça. Mais si j'ai un patient qui a 25 symptômes d'hypothyroïdie, je ne vais même pas passer par là parce que c'est une perte de temps. Je sais que ça ne mm. marchera pas. Euh, et à côté de ça, évidemment, si la dame à 45 ans a encore un oestrogène acceptable, sans trop de sécheresse de peau, des yeux vaginales, sans trop de poils au menton, eh bien, je vais régler sa progestérone. Et puis, dans un deuxième temps, je vais régler ses oestrogènes. Mais je règle d'abord dans son prémenstruel. Il faut d'abord équilibrer la progestérone et puis seulement passer aux oestrogènes après. Parce que le problème, si je monte sa progestérone et je monte en même ses oestrogènes, je me retrouve encore en présence œstrogénique. Je dois d'abord attendre de voir l'effet de ma progestérone. D'autant plus que pas mal de femmes arrivent à convertir la progestérone naturelle en œstrogène, surtout si elles sont un peu grasses. Donc c'est Oui, très effectivement. compliqué en fait, hein. Oui, effectivement, il y a ces cas. Alors, il y a deux cas. Alors, de ce que tu as dit là, donc c'est l'approche bon, on se connaît, on sait un peu comment tu fonctionnes. C'est l'approche globale où tu prends en charge tout en même temps Oui, et tout ça. Alors, tu as dit deux choses intéressantes par rapport au cortisol, notamment à oui, l'hydrocortisone. Donc, tu ne donnerais pas l'hydrocortisone si s'il n'y a pas suffisamment d'androgène. Parce qu'il y a oui, certaines situations où, quand on met de l'hydrocortisone, la personne va pas tolérer, va être complètement encore complètement effondrée, complètement épuisée, etc. Est-ce que là, il n'y a pas un rôle, notamment des mitochondries, les personnes qui ont des mitochondries en très très mauvais évidemment, état, évidemment, tu vas pas aller leur donner de l'hydrocortisol directement. Il y a aussi un blocage, ou peut-être plus ou moins le tout à même fait, blocage que par rapport aux androgènes. tout à Et fait, alors, tout à fait. Ouais, c'est tout à fait. ça. Ah Et oui, alors, tu as aussi parlé de cette fameuse conversion de la progestérone en œstrogène oui, qui peut aussi exister. Alors, faut juste rappeler que la conversion progestérone-œstrogène ne se fait pas directement, ça se fait forcément à travers les androgènes. Vous avez cette voie mm, qui part de la progestérone vers l'androstanédione, vers mm, la testostérone, qui elle-même, avec l'androstanédione, se convertit en œstrogène. Et donc, si on peut avoir, donc chez une femme, bah, l'aromatase, elle fonctionne plus ou moins normalement. Donc, on va mm, convertir une bonne partie des androgènes vers les oestrogènes. Mais à ce moment-là, cette voie-là de progestérone vers les androgènes qui va donner donc ensuite les oestrogènes chez la femme, c'est une voie qui normalement chez une femme ne devrait pas fonctionner, du moins théoriquement. oui, c'est ça. On a ça chez l'homme, c'est pour ça que chez l'homme on n'a pas beaucoup de progestérone. C'est en Mm, fait il y a une partie qui part en corticostéroïdes et l'autre partie de la progestérone en grande partie qui part vers les androgènes. Sauf que ouais, chez l'homme l'aromatase est censée être lente, donc on mm, obtient une grosse quantité de testostérone. ouais. Mais on peut obtenir ça chez la femme. Est-ce que toi, tu as un profil type chez lequel tu as souvent tendance à observer cette situation où tu as la progestérone qui fait augmenter les oestrogènes, comme tu Alors pour dis? moi, chez la femme, c'est imprévisible. Je ne sais jamais à l'avance ce que ça a donné. Donc, j'ai pas repéré de profil type. Euh, Par contre, chez l'homme, et l'homme qui est gras, qui est en surpoids, il va aromatiser beaucoup. Mais chez la femme, j'ai pas repéré de profil type. Toi, tu en vois un de profil type? Non, je vois pas. Alors, forcément que la seule chose que moi j'ai remarqué, c'est que ces dames qui peuvent avoir cette conversion vers les oestrogènes de la progestérone sont, pas toujours, mais souvent, en hyperandrogénie. Tu vois une DHT élevée, un Oui. androstanédiol et glucuronide élevé, mais euh, on va dire en profil qui pourrait, Mm. c'est-à-dire que quelqu'un, une dame qui a une hyperandrogénie,
Oui, va pas nécessairement avoir cette histoire de conversion non, non. progestérone. Par contre, une dame qui convertit la progestérone en Mhm. oestrogène, souvent, elle est en hyperandrogénie. Donc, Ouais, c'est ça. c'est Ouais. compliqué de prédire si la progestérone va augmenter Mm. l'œstrogène ou pas. Alors, en gros, Euh, il y a un choix dans la progestérone. C'est-à-dire, le choix est le suivant. Soit on prend de la progestérone naturelle, ça s'appelle du progestan, progébel, progestan, etc. Donc, c'est la bioidentique, la même que les ovaires des dames, ou bien que les homos. Moi, je suis sous progestérone tous les soirs 100 milligrammes, parce que j'en ai besoin, pour des raisons d'aromatisation. Eh bien, donc, on peut aussi choisir une progestérone bioidentique, qui est la dihydrogestérone, qui est un métabolite de la hmm, progestérone. Et celle-là n'a pas la capacité de se convertir en oestrogène. Donc, en gros, si j'ai une dame qui a un syndrome prémenstruel. Donc en gros, à partir après l'ovulation, elle commence à avoir une rétention d'eau, mal au sein, manque de GABA, et que si je lui donne la progestérone naturelle, elle aggrave son problème. Alors à ce moment-là, je sais que je dois passer à la dihydrogestérone qui s'appelle au niveau spécialité, ça s'appelle le Dufaston. hmm, Mais on n'a pas l'effet GABA, on n'a pas l'effet cool, relax, apaisant de la progestérone. Et donc, c'est souvent à tâtons qu'on y arrive, en fait. Quand on voit qu'on a une hmm, mauvaise réponse, eh bien, on change son fusil d'épaule. Et voilà. Maintenant, si la patiente a d'emblée, elle n'a pas de symptômes de manque de GABA, elle est cool, relax, pas énervée, pas stressée, elle est cool, ben, je pourrais commencer directement par le Dufaston sans demander de la progestérone, sans donner de l'utrogestan, la progestérone naturelle. hmm. Et oui, ce que tu dis est intéressant parce que la dihydrogestérone, elle est bioactive aussi sur les récepteurs, sur le récepteur progestérone. Oui, Sauf que quand tu compares un peu la bioactivité de la dihydrogestérone et de la progestérone naturelle, la dihydrogestérone a moins de bioactivité là-dessus. Et en même temps, tu n'as pas, comme tu dis, cette conversion en allopregnénolone c'est qui ça, donne en fait l'effet GABA, c'est ça, tout à puisque fait. c'est la progestérone qui donne ça et non pas son métabolite. Ouais, intéressant. Tout à fait. Alors, on pourrait peut-être survoler aussi un petit peu, comme on avait déjà Alors, il faut quand même savoir que la prévu, conversion de la... l'impact de Ouais, la ménopause. ouais, Ouais, ok. ouais, vas-y, vas-y. Non, non, simplement, parce qu'on a une patiente avec son dysphorique Ouais. menstruel, on peut avoir justement cette enzyme qui est la 5-alpha réductase, qui est trop active, et on a un métabolite du GABA qui a l'effet inverse. Et donc, en inhibant cette enzyme, on peut avoir une amélioration du problème. Tu parles de 5 alpha, de la 5 alpha réductase. C'est ça, tout à fait, ouais, 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 c'est ça. Euh, alors, maintenant, on a parlé un petit peu de tout ce qui est préménopause et ménopause, ouais, plus ou moins. Et puis, cette ménopause, alors, bien entendu, les impacts sur la santé, il y a déjà des impacts sur la santé qui sont en préménopause, mais qui ne sont pas durables, c'est-à-dire, ils sont, allez, on mhm, va dire facilement ou plus facilement réversibles que en post-ménopause. mhm. Surtout si la dame qui est déjà en post-ménopause n'a pas été prise en charge en préménopause et que tous ces problèmes-là se sont accumulés et ont duré pendant des années et des années avant la ménopause et après. On sait donc toutes les problématiques que tu as décrites qui sont en rapport avec le syndrome prémenstruel peuvent ensuite continuer et se transformer en troubles de l'humeur, en troubles parfois même neuropsychiatriques Exactement. durables, des problèmes de mémoire, des baisses des performances cognitives et tout le reste. Et puis les dames qui ont en général encore plus de problèmes liés à la DIO2, donc ils vont avoir une hypothyroïdie cérébrale, voire des problèmes liés à l'histamine de récepteur H3, vont encore avoir c'est une aggravation plus importante de ces problématiques-là. On connaît aussi les problématiques qui sont liées aux tissus osseux, aux articulations, etc., avec Ouais, la baisse d'œstrogène, d'ostéoporose, etc. La baisse de la masse musculaire avec, mhm, voilà, qui est concordante ou concomitante avec l'accumulation de tissu adipeux blanc et la sarcopénie, l'obésité sarcopénique et tout ça. La fatigue, l'altération d'état général progressivement, le vieillissement accéléré, aussi en termes même en termes, ce qui est important encore, en tout cas, si, ce qui a une certaine importance, l'aspect de la peau, mhm, aussi qui se détériore progressivement. Euh, que- que- ouais, les troubles aussi qui sont liés à la thermorégulation,
et ainsi que le risque cardiovasculaire et les troubles métaboliques. Oui. Alors, qu'est-ce qui est parmi ces troubles-là, selon toi, qui est le plus fréquent et le plus impactant, le plus Alors, je vais, handicapant? alors, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer l'audience, les collègues, mais ne pas prendre en charge la préménopause et la ménopause, c'est criminel. On est en 2026, on a la science qui est là, les publications qui sont là, les études qui sont là, l'incidence de la non-prise en charge de la ménopause sur les cancers du sein, l'incidence de la non-prise en charge de la ménopause sur les problèmes d'AVC, d'infarctus, de syndrome métabolique, de dépression, de suicide, d'ostéoporose, enfin, tout, tout, tout. Donc, je veux dire, ne pas prendre en charge la ménopause, c'est imposer à sa patiente un éventuel infarct, un AVC, un suicide, une dépression, un surpoids. Enfin, je veux dire, c'est infini. Donc, c'est un peu comme, pour parler simplement, c'est un peu comme faire rouler votre belle bagnole sans eau, sans huile. Elle va le payer cher. Et donc, il faut apprendre enfin, il faut que les collègues ici qui sont là se forment en hormonaux. On s'est passé, c'est fini le temps où vous disiez, eh bien, c'est vos hormones, madame, et tout va aller bien. C'est faux. Il faut vraiment prendre ça en charge. Autant la nutrition est importante, autant la micronute est importante, autant l'hormono est tout aussi importante. Hmm, Donc, en gros, Amine, je dirais, il n'y a pas de choses prioritaires. C'est tout faire en même temps pour que la patiente vive euh, longtemps et en bonne santé. hmm. Intéressant. Donc là, alors, je vois une question intéressante, mais on reprendra les questions à la fin. La ménopause n'est-elle pas physiologique? Alors oui, c'est une théorie, donc c'est une façon de voir les choses en se disant, ben voilà, j'arrive à 45-50 ans, je prends du poids, je suis fatigué, je déprime, je suis moins performant, et puis c'est la vie, c'est comme ça. Bah, c'est une façon de voir les choses, donc chacun a sa façon de voir les choses. Moi, je vois plutôt les choses comme j'ai 64 ans, tout à l'heure j'ai fait 2 heures de sport, je crois que j'étais assez performant, et je suis très fier d'avoir fait peut-être mieux que les petits jeunes de 20-25 ans avec les mêmes exercices, et j'espère que ça va continuer longtemps. Donc voilà, c'est une façon de voir les choses, mais je crois qu'actuellement, il y Hmm, a quand même les moyens techniques de... Alors, il y a un gars qui est génial. Il y a un gars, c'est un professeur de gynéco. Il est prof, chef de service ici en Belgique. Il s'appelle De Piper. De Piper hmm, écrit dans les grosses revues américaines, cancéro, gynéco. Et il dit, ben voilà, le problème, c'est que la durée de vie a brusquement augmenté en très peu de temps. Mais par contre, les ovaires n'ont pas suivi. Et je pourrais dire, les testicules n'ont pas suivi non plus. hmm, Et il dit, dans quelques millénaires, probablement que les ovaires vivront jusqu'à 80-90 ans, mais pour l'instant, ils vivent que jusqu'à, en moyenne, 50 ans. Eh bien, ces pauvres dames, il faut qu'on les prenne en charge parce qu'elles payent le prix cher à ce manque de revenus. Et je dirais, à côté de ça, les hommes aussi, hein. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les femmes qui souffrent d'un manque hormonal. Et voilà, donc je crois que et d'ailleurs ce gars-là, il a fait une belle étude, il a pris des femmes de plus de 50 ans, donc prise en charge hormonalement ou pas pour la ménopause, il a vu qu'au niveau du travail, l'absentéisme était extraordinairement plus élevé chez les femmes non prises en charge. Donc elles sont beaucoup plus souvent malades, euh, fatiguées, infectées par rapport aux femmes qui sont traitées hormonalement. Voilà, ça dit tout. Et alors, chose importante, ça a mis une étude géniale qui a été faite il n'y a pas très longtemps, c'est que les femmes APOE4, c'est tout ce que c'est, hmm, et des gens qui sont prédisposés à avoir un Alzheimer, comme moi je suis APOE4, j'aurais pas d'Alzheimer parce que je suis un protocole bien précis, et bien ces femmes APOE4 non traitées pour la ménopause, hormonalement, je parle pas phyto, non traitées hmm, hormonalement, font toutes un Alzheimer, 100%. hmm. Oui. Donc, c'est pour dire l'impact qu'il y a au niveau cérébral de la déplétion hormonale liée à l'âge. Oui, si elles vivent suffisamment longtemps, ApoE4, surtout l'homozygote E4, Ouais, ouais, E4, ouais, ouais, E4, c'est c'est ça. j'en parlais encore lors d'une formation là, ce week-end dernier, par rapport à ça, le ApoE4 est un réservoir à mercure, en fait. Le cerveau, Ouais. son cerveau, c'est un réservoir à mercure. Et puis, sans parler d'Alzheimer, sans parler d'hypercholestérolémie. Mhm. Tout à fait. Voilà, c'est un profil de dyslipidémie bien connu. Bon, intéressant. Donc, lorsqu'il s'agit donc là, tu expliquais un petit peu en répondant à la question est-ce que la ménopause est physiologique? Oui, bon, la ménopause est physiologique dans le sens où arrivé à un certain âge, la femme ne peut plus n'a plus les capacités physiologiques d'avoir une grossesse et ça lui donne une deuxième vie.
Mhm, Parce que si elle continue avec ça, si elle continue avec des grossesses, elle devient dangereux. Et donc, il y a des changements hormonaux mhm, qui sont déterminés depuis très très longtemps, par l'évolution depuis très longtemps, et qui font que une dame arrive à un certain âge où il doit y avoir cette restructuration hormonale qui fait qu'elle va pouvoir avoir une deuxième vie. Ensuite. Et donc, jusque-là, on s'intéressait beaucoup moins à cette transition parce que depuis tout à l'heure, on est en train de parler d'une transition. En fait, de comment mhm, optimiser la transition hormonale chez la femme dans cette phase de périménopause. mhm. On est d'accord. Donc, Oui, tout à fait. voilà. Alors, il y a dans ce contexte-là, il y a aussi un autre organe extrêmement important, qui est d'ailleurs associé à tout type de différentes modulations hormonales ou voire déséquilibres hormonaux, c'est le fameux intestin. Exactement. L'intestin et le microbiote intestinal. On en parle, c'est important. Après, il y a Ouais. de plus en plus de choses aussi, tu sais, sur le microbiote buccal et la bouche. Mais ça, peut-être qu'on en parlera dans une autre Oui, table alors je ronde, une voudrais autre toucher un conf. mot, c'est qu'on sait par exemple si on considère l'histaminose digestive, qui est quand même, on en tient de plus en plus compte, ça fait un peu le buzz depuis 2, 3, 4 ans, et Lucie Choco, il y a quand même pour quelque chose, merci Lucie. Eh bien, alors, on sait par exemple que pour l'histaminose, et ça il faut le savoir, qu'un excès d'œstrogène donne plus d'histaminose. Par contre, la progestérone a un effet antihistaminique. Donc Mm, déjà, ces pauvres dames qui sont maintenant 7 fois sur 10, je dirais, au moins en présence oestrogénique en préménopause, à cause de beaucoup de facteurs, eh bien, malheureusement, elles ont un risque d'histaminose digestive bien plus élevé. Et pour stabiliser l'histaminose, on a intérêt à leur donner de la progestérone. Mais mm, également, la T3 thyroïdienne a des effets parfois un peu, enfin, là, quoi, divers, mais en gros, la T3 thyroïdienne a un effet antihistaminique en gros, à la louche, je dirais. Également, chez l'homme, la testostérone a un effet antihistaminose. Donc, les déficits hormonaux vont aggraver des pathologies digestives. Alors, on sait que l'histaminose peut provenir suite à une simple dysbiose, mais c'est quand même important de le savoir. Aussi, au niveau thyroïdien, ben, on se rend compte que autant l'hypothyroïdie va entraîner via un manque de synthèse gastrique, un manque de sécrétion par le pancréas, un manque de libération de la bile, va entraîner une dysbiose par maldigestion des graisses, des protéines et des sucres. Eh bien, autant le biote intestinal va pouvoir lui-même donner une hypothyroïdie. C'est le chat qui se mord la queue. Donc, si on a un mauvais microbiote, malheureusement, on a le cycle entérohépatique des hormones thyroïdiennes qui est perturbé et on va devenir hypothyroïdien. Et donc, on a intérêt, quand on a un patient avec une dysbiose, on doit traiter à la fois les hormones et à la fois le biote. Sinon, on va tourner en rond. Enfin, je pourrais en parler encore plus ouais. avant. Oui, effectivement, là tu parlais de l'histamine, c'est intéressant, tu as parlé dans un sens, Ouais, c'est-à-dire que le manque de progestérone, voire l'excès en oestrogène va créer va disséminose. amplifier l'histaminose ou Ouais, l'intolérance à l'histamine. Et alors, tu as aussi une relation dans l'autre sens, où l'excès d'histamine va augmenter l'œstrogène et ouais, diminuer la progestérone, elle va creuser cet écart. Donc tout à c'est fait. comme tu dis, le chat qui se mord la queue. Et Ouais, alors, il y a un autre truc intéressant, tu parlais donc de l'hypothyroïdie, l'hypothyroïdie à juste titre, hyperperméabilité intestinale, dysbiose. Tu sais qu'il y a un réservoir d'hormones thyroïdiennes dans le microbiote ouais, tout à fait. et que le microbiote va déconjuguer systématiquement les hormones thyroïdiennes, les métabolites détoxifiés des hormones thyroïdiennes, détoxifiés par le foie, éliminés dans la bile et ensuite dans Ouais, l'intestin. Il y a une partie qui est déconjuguée par le microbiote. Il y a une autre partie qui reste sous forme conjuguée. Forme conjuguée, c'est la conjugaison, hein, mm, au mm, niveau. euh, et cette forme conjuguée-là, elle est en partie réabsorbée par ce que tu disais, le cycle entérohépatique. ouais, Et ça contribue, c'est une des voies qui peut expliquer aussi c'est pas la seule, mais qui peut expliquer l'hypothyroïdie, c'est que ouais, tu sais que ces hormones thyroïdiennes conjuguées, quand elles reviennent trop, c'est-à-dire en trop grande quantité parce qu'il y a hyperperméabilité et tout ça, mm, ce qui va arriver, c'est que ces hormones thyroïdiennes conjuguées vont aller au niveau de l'hypothalamus et au niveau mm, de l'hypophyse pour contribuer à la rétro-inhibition. À la rétro-inhibition. ouais, Alors, les hormones thyroïdiennes conjuguées n'ont pas d'impact, n'ont pas d'effet, non, non. ne sont pas Elles sont basées sur bioactives. le TSH, hein. Voilà. Ouais.
mais en même temps, tu obtiens une partie des hormones thyroïdiennes qui t'inhibe en fait la production de C'est TSH, ça. Ouais, donc la production d'hormones thyroïdiennes, et donc tu peux avoir une hypothyroïdie à cause de ça. Tu as aussi la exactement. Ouais. RT3 qui fait ça, tu as Mm. plein de choses. Et alors, tu as le fameux lien qui est connu, très connu même, et très documenté, entre Hashimoto et l'hyperperméabilité intestinale. Tout Le à fait. SIBO, l'IMO, l'hyperperméabilité intestinale et le lien avec l'Hashimoto. Ouais. Et toutes les Euh, maladies auto-immunes sont impactées par l'hyperperméabilité, hein, toutes, c'est clair. Ça mais fait partie des causes principales de déclenchement de maladie auto-immune une fois qu'elle est potentiellement là, hein. effectivement. Alors donc, on avait discuté de tout ça au cours de cette table ronde. Donc, j'espère que ça a été intéressant. Bah, bien Mm. entendu, on peut pas tout aborder ici en détail, etc. Donc, je rappelle que c'est une table ronde qui est organisée dans le cadre des conférences et tables rondes préparatrices au Congrès international des sciences de la nutrition qui aura lieu à Casablanca les 18 et 19 avril. Le congrès est en hybride, donc on peut y assister online entièrement. On peut poser des questions, etc., comme d'habitude. Et il est aussi en présentiel à Casablanca, donc à l'hôtel. Oui, Ah, je vois, il y a Molly qui sera là, c'est génial ça. Je rêvais de le rencontrer. ouais. Et Génial. justement, et donc, alors, je suis en train de chercher Petit Sem. Petit Sem, tu es où? Il y a une trentaine de Petits Sem ici. Non, elle Mhm. est là. Attends. Euh, donc, qui aura lieu à l'hôtel Double Tree by Hilton à Casablanca. On aura des intervenants, comme vous voyez, donc un panel très varié, des intervenants, certes pour certains que vous connaissez, pour d'autres peut-être moins. Alors, il y en a d'autres, hein. Ce ne sont pas les seuls. Il y a deux petites surprises que vous aurez dans sur le site. Vous Ouais. allez sur icns.ma, icns.ma, vous cliquez sur intervenant et vous allez voir, vous avez deux grandes surprises, notamment le docteur Aubrey Degré, qui est le pape de la médecine anti-âge dans le monde, qui va nous honorer aussi d'une intervention. Et puis un autre, je vous laisse découvrir. Donc ça aura lieu, encore une fois, le 18 et 19 avril à l'hôtel Doubletree by Hilton à Casablanca. Le programme est sur le site. Le programme est sur le site, donc vous avez c'est un pré-programme, hein, c'est un pré-programme. Alors dans les grandes lignes, c'est plus ou moins ça, mais ça va peut-être évoluer légèrement. Voilà. Donc petit Sam, tu es là? Oui, je suis là. Bonsoir, bonsoir Stéphane. Bonsoir Bonsoir. à tous. C'était super intéressant, comme d'habitude. Merci. Je remercie tous les présents. On a eu quand même 1000 personnes inscrites pour cette conférence. Donc, c'est super intéressant. Et 250 en direct. Donc, pour montrer quand même tout l'intérêt de tout le travail qui est fait dans ces approches de micronutrition. Merci. Merci Amine et Stéphane. Alors, donc pour revenir au congrès, on a, donc comme a dit Amine, donc là le congrès évolue. On vous prépare pas mal de surprises cette année, Mm. toujours dans ces approches, je dirais, de micronutrition évolutive, mais aussi approche de technologie. Voilà, parce Ouais. qu'aujourd'hui, on est dans un monde connecté. Donc, il faut bien qu'on se mette aussi dans ces approches-là. Pour les inscriptions, donc, comme d'habitude, vous avez eu un tarif Early Bird, donc continue avec un tarif spécifique. Donc, Amine va partager le code promotion où vous avez un tarif réduit, valable donc pendant 10 jours encore, voilà, pour pouvoir profiter d'une offre spécifique. Puis bon, pour le programme, il va évoluer. Il sera mis à jour sur le site, donc de manière assez régulière. Mais on a déjà les grandes lignes.
puis Steph sera parmi nous et donc c'est toujours un plaisir de le recevoir. Merci Stéphane de répondre toujours présent. Un Donc plaisir. voilà à peu près tout ce que j'ai à dire. Maintenant, n'hésitez pas, vous avez mon numéro de téléphone, j'interagis très vite et je réponds pour vous accompagner, pour vos inscriptions, pour vous accompagner par rapport à vos questions. Donc je suis assez interactive et pourrai répondre assez facilement à toutes vos demandes en fonction de votre besoin. En tout cas, je vous espère très nombreux. La famille Micronutrition s'agrandit et on est très très fiers de tout le travail et toute votre confiance que vous nous donnez. Et on espère toujours être à la hauteur pour pouvoir continuer ces interactions et puis l'évolution de la science et permettre d'être toujours dans cette mise à jour en permanence. Merci. Merci, Petit Sam, merci beaucoup donc pour tout le travail qui est fait donc de la part de Petit Sam pour l'organisation de ce congrès et puis pour toute l'équipe Somna par rapport à tout le travail qui est fait. Il y a vraiment un énorme travail. Alors, on vous prépare une surprise incroyable. Donc, là, je vous en dirai pas un peu plus, sinon ça serait pas une surprise. Mais pour celles et ceux, alors, juste un petit indice, venez en présentiel. Il va y avoir une surprise incroyable. Donc, on vous en dira un peu plus dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais il y aura un truc inédit qui n'a jamais été fait, qui sera fait. Donc voilà. Donc petit indice, venez en présentiel. Sinon, voilà. Donc vous avez le code promo ICNS 2026. Donc, et vous avez là soit vous allez directement sur le site, soit vous avez le QR code pour une inscription directement. Vous pouvez contacter donc aussi Petit Sem sur ce que je disais tout à l'heure sur le numéro de téléphone. Vous avez aussi les numéros de téléphone ici, bien entendu. Vous avez les numéros de téléphone sur le site icns.ma. Donc merci beaucoup Petit Sem pour cette présentation Merci. sur le congrès. Et donc, on va essayer de prendre quelques questions parmi lesquelles, parce qu'il y a des questions auxquelles on a déjà répondu dans la présentation d'emblée. Stéphane, donc si on a, je crois, encore 5 minutes, une petite 5 minutes. On va essayer de répondre au maximum aux questions. Ouais, donc les mauvais profils de conversion T4 en T3, on avait déjà évoqué. Voilà, qui pas le combo, on avait parlé le combo qui T4 T3 qui est pas disponible donc pour tout le monde dans tous les pays, mais après il y a aussi les approches micronutritionnelles qui permettent d'optimiser ça et tout ça. Et puis, tu avais parlé déjà des cofacteurs et tout. La mutation d'IO2 notamment. La mutation d'IO2 avec l'hypothyroïdie cérébrale. On va voir Attention, plutôt... Hamid, j'ai rencontré quand même des collègues, genre d'une conférence, je sais plus si c'était au Maroc ou en Tunisie, qui me Hmm. disaient qu'ils arrivaient à se débrouiller pour avoir la T3, donc Ouais, le T3 Thibon ou autre. Donc voilà, donc il y a quand même moyen de se débrouiller et d'avoir ce qu'il faut pour ces patients. ouais, effectivement. Ouais, donc, ouais, ben là, il y a une question. Je pense qu'on a implicitement répondu. Comment interpréter des analyses de TSH normales, T4 libre limite supérieure et cortisol limite basse? Bon, la réponse, tu l'as donnée tout à l'heure. Mhm. On avait discuté. C'est qu'en fait, regardez la clinique. C'est ça. Ouais, La bonne vieille clinique, hein. ouais, c'est ça. Euh, Ok, malheureusement, la clinique est pas toujours bien considérée, effectivement. Les médecins en France, quand on demande T3 et T4, ils disent que se demande pas, que c'est inutile, c'est désespérant. J'ai payé de ma poche des analyses pour ma fille. Effectivement, bon, il y a aussi des médecins qui font de la médecine fonctionnelle de plus en plus. Mhm. D'ailleurs, qu'on forme de plus en plus en Europe. Que ce soit Stéphane, moi-même, d'autres collègues aussi qui forment donc pour ces approches-là. Il y a une évolution considérable. Hein. Donc quand on est dedans et qu'on regarde un petit peu la tendance et comment c'est en train d'évoluer, à la fois
En Europe, en tout cas de ce que moi je connais, ou les endroits que je connais le plus, c'est, on va dire, le monde francophone, l'Europe francophone, et puis l'Afrique du Nord, plus ou moins aussi le Moyen-Orient. Il y a une tendance générale vers les approches fonctionnelles, et c'est en train d'évoluer. Et il y a encore 5 ans, c'était pas comme maintenant, et dans 5 ans, ça sera pas comme maintenant. Donc il y a une évolution considérable dans ce sens-là grâce à tout le travail qu'on fait, grâce à surtout à vous et des gens qui sont impliqués et les gens qui changent. En fait, il faut être suffisamment nombreux pour induire un changement rapide. C'est d'où tout le travail qu'on fait, que ce soit avec ces conférences, avec les congrès, avec les formations, avec tous les moyens de communication, etc. Euh, ok. Amine, je peux répondre à une question qui me Bien semble très sûr, intéressante. vas-y, oui, oui, Voilà. vas-y. Alors, je vois une collègue qui s'appelle Kamala posait Hum, une question. Avez-vous une solution pour la sécheresse vaginale des hum, muqueuses? Je dis la question. Donc, de nouveau, il faut toujours traiter la cause des problèmes. Donc, c'est pas en mettant de la vaseline, de l'huile d'olive ou une huile, je sais pas moi, de n'importe quoi qu'on va régler le problème. Oui, symptomatiquement, oui, ça va mieux glisser. Le problème, cette pauvre dame une sécheresse adrénale, elle est certainement en manque d'œstrogènes. Donc, de nouveau, le fait d'appliquer en transcutané des œstrogènes compensés par progestérone va pouvoir régler le problème. Mais on peut également mettre des œstrogènes localement, mais on n'a qu'un effet local. Parce qu'il oui, faut savoir que des muqueuses qui ne sont pas imbibées d'hormones, que ce soit androgènes, DHA, testo et d'œstrogènes, elles vont s'atrophier. Donc, par une atrophie des muqueuses génitales externes, spectaculaire, hein, ça peut aller jusqu'à, on appelle ça le chlorosis vulvaire. Donc, il faut une appréciation hormonale. Maintenant, on peut mettre localement, soit des oestrogènes, il y a comme la cifémine, ou on peut mettre localement des ovules qui sont géniaux, ça s'appelle intra-rosa. Intra-rosa. Et c'est de la prastérone, donc c'est la DHA, qu'on met localement en ovule. Et cette DHA se convertit en œstrogène progressivement. On a deux effets. L'effet lubrifiant, donc les muqueuses reviennent, je ne sais pas, comme tu dis, une jeune fille de 20 ans, mais bon, on peut rêver. Mais également, on a un effet, comme les androgènes, de tonification musculaire. Donc, c'est génial pour le tonus vaginal et le tonus qui est intéressant également au niveau urinaire, parce on peut avoir des fuites urinaires par déficience hormonale. Hein, ces pauvres dames ménopausées non traitées, elles n'osent pas rigoler, elles n'osent pas tousser, parce qu'elles font pipi dans leur culotte. Donc, c'est très important d'avoir un bon statut hormonal général, éventuellement que local. Voilà. effectivement. Merci pour la réponse. Et puis, on a d'autres. Alors, il y a plusieurs commentaires intéressants, tout ça. Et puis, alors, une question, parce qu'on avait on avait évoqué le sujet ApoE homozygote, ApoE4 Mhm. homozygote, donc E4, E4. Donc, ce qu'on disait sur l'ApoE4, en général, parce que l'ApoE4, il y a l'hétérozygote, il y a deux profils hétérozygotes, E4, E3 et E4, E2. Ouais. Et puis il y a le E4, E4. E4, E4, c'est le pire. C'est le pire. Et E4, E4, en fait, ce qu'on disait là, ne s'applique pas que chez la femme, ça s'applique aussi chez l'homme de la même façon, tout ça. Donc il y a pas de différence de sexe dans le profil Apo E4. Donc le cerveau qui devient un réservoir de mercure, que je dis réservoir de mercure, vous avez compris, c'est-à-dire ça ne dépend pas nécessairement de l'exposition au mercure, mais c'est ce que la moindre quantité de mercure à laquelle la personne est exposée va être stockée, et surtout au niveau cérébral, parce que ces protéines-là je rappelle que c'est des protéines, c'est des apolipoprotéines qui sont impliquées, on les retrouve dans la surface des transporteurs des lipides, les VLDL, les LDL, les IDL et même les HDL, et sont impliqués notamment dans la clairance des métaux lourds et entre autres le mercure et surtout le mercure. Donc c'est la même chose pour les hommes aussi, hein, E4, E4. Euh, alors il y a plusieurs alors, ouais, ces solutions, ça tu avais déjà répondu là pour la sécheresse vaginale. Que faire quand une femme... Ouais, Ouais, tu vas-y, on me dis? pose une question. Qu'est-ce qu'il y a du livial pour prendre en charge la ménopause? Mais le Hmm, livial, c'est de la tibolone, qui a un hmm, effet œstroprogestatif, mais de synthèse. Donc, il n'y a pas d'effet protecteur cancer du sein, pas d'effet sur le GABA. Donc, de nouveau, rester à du naturel. En fait, je crois que quand un thérapeute, un médecin fait de la médecine fonctionnelle,
ou naturopathe, moi j'ai rien contre, mais il faut savoir que les animaux et l'être humain ont des hormones depuis qu'ils existent sur Terre. Il n'y a rien de plus naturel que ça. Le corps est parfaitement fait pour avoir les hormones naturelles. Donc n'allons pas vers des hormones de synthèse qui ont tous des effets secondaires et restons avec du naturel, la projection naturelle, des oestrogènes naturels et équilibrer tout ça. Et donc qu'on arrête de dire, de croire que les hormones c'est mauvais. Sans hormones, on ne serait pas en train de parler ici, on serait tous morts. On ne Mm. serait même pas nés. Donc voilà. Donc les hormones, c'est génial, ça fait partie de la vie et autant les préserver jusqu'au bout à des taux corrects, physiologiques. Ouais, effectivement. Alors, ouais, que faire quand une femme en ménopause a des fibromes et polypes? Alors, en gros, ce qu'on peut avoir, c'est lorsqu'on surdose, par exemple, les oestrogènes par rapport à la progestérone, on peut avoir une hyperplasie de la muqueuse utérine et avoir des saignements. Et donc, simplement, ben, on diminue les oestrogènes, on monte la progestérone. Maintenant, parfois, les polypes sont tellement gros qu'on peut faire un curetage. Ça peut arriver. J'ai une patiente ou deux par an chez qui j'envoie en gynéco pour faire un curetage. Ça se voit à l'échographie utérine. On a vraiment un utérus plein de polypes, ça saigne tout le temps. On fait un curetage, puis après on repart sur une base hormonale modifiée, une balance modifiée. Maintenant, le problème, les fibromes, plein de patientes ont ça, et si les petits fibromes pas mal positionnés, il n'y a aucun problème, tout va bien, il n'y a pas de saignement, il n'y a pas de douleur des rapports. Mais parfois que les fibromes sont gros, ça peut être des douleurs des rapports, ça peut même saigner après la ménopause parce que les fibromes distendent la muqueuse de l'utérus et elle se déchire et ça saigne. Mm. Et donc, on peut saigner parce qu'on a trop d'œstrogène, la muqueuse est hyperplasiée, mais on peut saigner également parce qu'on n'a pas assez d'œstrogène ou trop de progestérone, la muqueuse est trop fine et se déchire. Et les fibromes favorisent ça. Alors maintenant, les fibromes, il y en a certains qui sont embêtants, ils sont gros, on peut les énucléer, on retire le fibrome sans toucher à l'utérus, mais c'est quand même assez rare. Et s'il faut faire une hystérectomie parce qu'il y a trop de fibromes, ça fait mal tout le temps, ça saigne tout le temps, parfois il faut y passer, mais il faut faire ce qu'on appelle une hystérectomie partielle, c'est-à-dire qu'on laisse les ligaments suspenseurs de l'utérus, on ne touche pas à eux, c'est pas ce qui se faisait il y a 30 ans, hein, c'est assez nouveau comme technique, Mm. ça s'appelle une hystérectomie partielle. On retire en gros l'intérieur de l'utérus, on laisse tout ce qui est extérieur fibreux pour soutenir le périnée et pas avoir de prolapsus vaginal ou même rectal par la suite. Donc, mais il faut faire ça, que ça soit fait par des chirurgiens spécialisés qui font les nouvelles techniques. Pas c'est une technique où on retirait tout et puis on s'en foutait de ce qui passait après. Intéressant, merci. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Euh, alors, j'ai 50 ans. Pour le moment, j'ai pas de sueur nocturne, jamais de contraception, depuis 4 mois. Au mieux me traiter maintenant ou attendre encore un peu. Moi, je pense on, on a déjà expliqué ce qu'il y avait expliqué par rapport à ça. Bon, ça, c'est un cas clinique, c'est un peu compliqué. Ce- hmm. Euh, ok, alors, qu'est-ce qu'il y a comme et moi? E2, alors c'est du sport. Ouais. Alors si c'est E2, c'est différent. E2, Ouais. c'est ce qu'on appelle la dysbêta-lipoprotéinémie, qui est un profil de dyslipidémie. C'est, je crois, le type 2B, classification de Fredrickson. Le E2, E2. Alors le E2, E3, c'est différent. Ouais. Alors, arbre décisionnel, ok, bon, ça c'est des choses enfin, qu'on ne peut pas aborder comme ça ici. Euh, que pensez-vous du wild yam et du Vitex agnus castus, j'imagine, le gâtillier, pour harmoniser, équilibrer les hormones? C'est Bon, génial de poser cette question-là ouais. parce qu'on n'a pas parlé assez, je trouve. Donc en Hum, gros, on a deux façons d'améliorer le statut hormonal. hum, C'est soit de donner l'hormone qui manque, soit donner des plantes, de la phyto, qui va améliorer, qui a des effets œstrogène-like ou progestérone-like. Et le YAM, le gâtillier, la chimie ont toutes les trois des effets progestérone-like, mais sans avoir, attention, je précise, l'effet protecteur cancer du sein. Donc c'est pas parce que vous mettez votre patient sous YAM, gâtillier, alchimie et qu'elle va mieux, qu'elle va avoir moins de risque de cancer du sein. Donc je précise, ça. Il n'y a pas d'études, je n'ai pas trouvé jusqu'à présent, mais j'attends toujours de voir d'études qui montrent un effet protecteur de la phyto progestérone au niveau cancer du sein. Par contre, au niveau œstro, on sait très bien que les extraits de soja, par exemple, ou d'autres plantes œstrogènes-like ont des effets protecteurs cancer du sein. Alors, les hormones, la phyto, moi je suis à fond pour.
puisque je donne des confs là-dessus avec Gad Abigail et autres, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est très bien pour des déficits très modérés, en préménopause, mais en postménopause, ça ne suffit pas. La phyto ne suffit pas à régler tous les problèmes liés à la carence hormonale. C'est très bien avant la ménopause, Mm. c'est très bien qu'il y ait des déficits partiels, mais oubliez la phyto quand on a une ménopause bien établie avec beaucoup de symptômes cliniques. Ok, traiter 10 ans ou plus avant la ménopause, même les femmes asymptomatiques. Ça dépend de ce qu'on entend par asymptomatique. Si c'est asymptomatique, c'est les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. Il n'y a pas que ça, on est d'accord. Exactement. Il y a la moitié des Voilà. femmes qui n'ont pas de bouffée de chaleur. C'est pas pour Oui. ça qu'elle va bien. Une bagnole peut manquer d'huile et d'eau. C'est pas pour ça que le moteur fume. Et parfois, il Mm. fume. Oui, effectivement. Ok, donc un cas ménopausé à 43 ans. On va prendre cette dernière question. Est-ce Oui, que c'est possible de commencer un traitement hormonal après 4 ans? évidemment. Même j'ai des Oui, patients qui ont dépassé les oui. 70 ans chez qui je débute un traitement hormonal substitutif. Et j'ai eu des cas spectaculaires de patientes plus âgées, ou après, après 70 ans, et qui avaient envie de avoir des rapports sexuels avec leur nouveau conjoint, Mm. envie d'avoir une vie sexuelle de nouveau, et il n'y a pas de souci avec ça. Donc la théorie comme quoi redonner un traitement hormonal va détacher des plaques et avoir Non, des thromboembolies, c'est de la folie, c'est débile, ça ne tient pas la route. C'est des... Voilà, on est d'accord. voilà, c'est On est vraiment... d'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été là et d'avoir donc participé avec toutes ces questions, toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Donc, on a terminé avec cette table ronde qui, je trouve, était très intéressante avec Stéphane. Merci encore une fois. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, Plaisir. on se verra la semaine prochaine. Et Voilà. puis voilà. Et puis pour celles et ceux qui veulent avoir encore une fois plus de détails pour le congrès icns.ma, le numéro de téléphone ici, petit Sem, si vous avez des infos, si vous voulez vous inscrire, etc. Donc n'hésitez pas à regarder donc le site. Vous avez deux invités surprises et vous avez la surprise dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une autre, hein. Ça n'a rien à voir avec les invités, c'est une autre surprise très très différente d'ailleurs. Donc je pense que vous aurez du mal à la deviner. Comme je disais, indice, venez en présentiel. ICNS 2026, tarif réduit jusqu'au 17 février. Vous pouvez vous inscrire directement. N'hésitez pas. Donc, merci pour votre attention. Ça a été un grand plaisir. Merci Stéphane, merci Petit Sam, Au merci revoir tout à le monde. toutes et Merci. à tous et Merci. à très, très bientôt.